Entendez, Est-ce que vous David? m'entendez aussi? Oui. Parfait, ok. On va. Et est-ce que vous voyez la conférencière? Non. Ah ben, en effet, il faut cliquer dessus. Voilà, super, ok. Ok, on y est. Parfait. Donc, bonjour. On accueille aujourd'hui, on est vraiment très heureux d'accueillir à Sherbrooke Cécile van der Pellen-Diagre, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles, où elle enseigne l'histoire du catholicisme contemporain. Moi, je suis particulièrement content parce que Cécile dirige le CIERL, le Centre interdisciplinaire d'études du religieux et de la laïcité, des religions et de la laïcité, qui est un endroit où je suis allé à plusieurs reprises au cours des 10-15 dernières années. Donc, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Les recherches de Cécile portent sur l'histoire du catholicisme contemporain avec deux axes principaux. Le premier qui touche à ses expressions culturelles, cinéma, littérature, théâtre, enseignement, mais le deuxième qui s'intéresse aux dimensions anthropologiques du catholicisme, notamment les questions de genre, les questions de rapport au corps, à la sexualité. Dans ce cadre, elle dirige notamment avec Amandine Leroux la revue Sextant, mais aussi la collection Genre et Sexualité aux éditions de l'Université de Bruxelles, qu'elle co-dirige ici avec David Paternotte. Et je mentionnerai deux ouvrages collectifs ici qui moi, m'avaient beaucoup intéressé, qui étaient Abemus Gender, qui a été co-dirigé avec David Paternotte, Sophie van der Dussen et Valérie Piette, mais aussi La Sainte Famille. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir lu, et qui a été co-dirigé avec Caroline Saxer. Tout ça, toujours aux éditions de l'Université de Bruxelles. Cécile est aussi très active dans le cadre de plusieurs organismes savants, que ce soit des revues comme les archives de sciences sociales des religions, problèmes d'histoire des religions, ou des structures comme le Centre d'archives et de recherche pour l'histoire des femmes. Donc aujourd'hui, on va avoir une présentation qui est tirée de son dernier ouvrage qui s'intitule Des voix dans le siècle, la culture et l'engagement catholique en Belgique francophone depuis 1945, et avec un titre de présentation qui est une réduction, un résumé du sous-titre du livre, donc les engagements des intellectuels catholiques belges francophones depuis 1945. Donc, merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Je suis particulièrement heureuse de venir parler ici parce que c'est un peu le résultat, c'est l'occasion d'échanger avec vous à propos d'une question qu'on partage un petit peu avec David et je pense avec Sarah, Loïc aussi, Maurice, je pense aussi, même si on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup discuter, qui est de savoir qu'est-ce qui reste des références catholiques aujourd'hui dans un monde qu'on dit déchristianisé, sécularisé, voire même désenchanté sur le plan religieux. Alors, la grosse question qu'on se pose sans doute tous, sociologues, anthropologues, historiennes, c'est, voilà, on voudrait voir ce qui reste de religieux, ce qui reste de catholique, ce qui reste de chrétien, mais quel indicateur est-ce qu'on examine? Sarah en parlait de la bière, mais il y a plein d'indicateurs qu'on peut observer. Ici, je vais vous proposer le résultat d'une enquête que j'ai menée sur des questions de type historique, avec des méthodes historiques, sur la manière dont les intellectuels catholiques belges, francophones essentiellement, se sont adaptés à la modernité, je pourrais même dire aux modernités, parce qu'ils se sont bien adaptés. Et une des conclusions du livre, c'est que le catholicisme en Belgique s'est même particulièrement bien adapté. Il reste des institutions catholiques qui fonctionnent bien, un enseignement, la moitié des élèves
de l'enseignement secondaire et primaire vont dans une école catholique. Des syndicats, il reste un syndicat catholique important, une mutuelle catholique et voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais voilà, il y a des institutions catholiques encore très très fortes. Mais elles se sont adaptées, pardon, et elles ne racontent pas la même chose que dans l'entre-deux-guerres. Et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment les intellectuels se sont adaptés aux grandes questions de leur temps. Alors, ces grandes questions, il y en a plein, hein. Je pourrais en faire une liste à l'après-Vert, le féminisme, la révolution sexuelle, le marxisme, le socialisme, j'ai déjà parlé du féminisme, mais on pourrait même parler de révolution féministe, les grandes utopies de l'après-guerre, l'écologie, la dénationalisation et la nationalisation des entreprises, enfin, toutes ces grandes questions à la fois morales, économiques, sociales de l'après-guerre, ben, ils ont dû s'adapter et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup à dire. Moi, je vais vous parler essentiellement des engagements des catholiques de l'après-guerre d'une manière un petit peu générale, des écrivains catholiques, parce qu'on trouve plein de choses dans leur littérature, des scientifiques au sens large, je vais y revenir, et puis je terminerai en vous parlant de la figure et de l'évolution de cet intellectuel ou intellectuelle catholique, parce que les femmes ont fait beaucoup dans cette histoire. Alors, d'abord, quand je parle de qu'est-ce qu'un intellectuel catholique, qu'est-ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est pas si évident, qu'est-ce qu'un intellectuel catholique. Alors, pour la petite histoire, j'ai utilisé pour faire ce PowerPoint, sans le vouloir tout de suite, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous faites un PowerPoint et puis PowerPoint vous propose des images. Parfois, c'est tout à fait raté, mais parfois, il m'a sorti ça quand j'ai écrit intellectuel catholique. Je lui avais rien demandé et il m'a sorti ça. J'ai trouvé ça assez magnifique. Vous avez vous avez la croix, vous avez la modernité urbaine, et ça, Dieu sait que c'était une question importante pour les catholiques, que cette modernité urbaine, cette modernité technologique aussi. Et vous avez, des catholiques m'ont dit que eux s'étaient sentis dans la voiture en se demandant où ils devaient aller. Et en écrivant mon livre, j'étais plutôt à regarder la croix et à les regarder. Donc, je trouve qu'il y a une échelle très, très intéressante dans cette photo. Ça, c'est pour la petite histoire, mais qui dit quand même déjà des choses. Alors, vous dire que, sans doute que beaucoup d'entre vous le savent, mais cette question de l'intellectuel catholique, elle reste un nœud pour les intellectuels catholiques. Vous avez un célèbre article de l'intellectuel, du théologien catholique français de 1996, hein, qui parle des intellectuels, du silence des intellectuels catholiques. Ça avait à l'époque, pour ceux qui ont suivi ça, suscité une série de livres. Ça a vraiment incité les scientifiques, les historiens, les sociologues à s'interroger sur est-ce que oui ou non, il y a des intellectuels catholiques. La réponse est évidemment non. Oui, pardon, évidemment oui. Et c'est parce que je suis perturbée par la photo d'à côté qui date, elle, de 2020, donc c'est extrêmement récent. Et vous avez un prêtre qui a été porte-parole de l'Église catholique belge pendant des années, Éric de Beuquelaar, qui fait des chroniques et qui disait en 2020, intellectuels chrétiens, levez-vous. Et moi, je pense qu'ils sont bien debout. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est une vieille question. Alors, je me suis facilité la vie. Les hommes, je vais vous donner une définition, on peut la discuter si vous voulez, mais moi, elle me convenait bien, elle fonctionnait bien. Ce sont des hommes et des femmes qui ont l'ambition de dialoguer avec l'autre, qu'il soit catholique ou non, et de s'engager dans un débat public. Alors, je vous disais que ça me convenait bien, parce que si on parle des intellectuels au sens large, c'est-à-dire les personnes qui utilisent leur plume ou leur cerveau pour gagner leur vie, là, je n'en sortais pas, parce que
En Belgique, vous avez des intellectuels de ce type-là, ben, des centaines de milliers depuis 1945, puisque vous avez deux universités catholiques, plein d'écoles supérieures, vous avez des journaux, enfin bon, bref, c'est impossible. Donc, j'ai pris comme critère des intellectuels qui veulent s'engager dans un débat public et dialoguer avec l'autre, ce qui a quand même réduit aussi euh, le, le, le cadre, parce que ça exclut tous les intellectuels catholiques, donc des gens qui vivent de leur plume, des journalistes, des écrivains, mais qui n'avaient pas l'intention de dialoguer avec l'autre, c'est-à-dire les traditionalistes, ce qu'on appelle parfois aussi les catholiques d'identité, qui ne souhaitent pas dialoguer avec les autres. Alors pourquoi je ne les ai pas pris? Mais parce que je les connaissais, j'avais déjà beaucoup travaillé sur eux, sur leur nationalisme, etc. Et j'avais envie de travailler sur les autres qui, après la guerre, sont plus intéressants, je trouve. Enfin, cependant que les autres restent dans leur cadre de pensée de l'entre-deux-guerres, ben, je vais les appeler par facilité les progressistes, les catholiques d'ouverture, ben, sont plus intéressants d'un point de vue intellectuel à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'entre-deux-guerres. Et par goût personnel aussi, je pense que parfois, comme historien, comme historienne, on peut choisir de travailler sur des sujets qui nous intéressent. Alors, les engagements des catholiques de l'après-guerre, quels sont-ils? Je vous ai dit qu'il y avait des tas de défis. Hein. Je ne veux pas perdre. Il y a énormément de défis, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, féminisme, urbanisation, révolution technologique, mais il y a un autre cadre peut-être plus précis dans l'après-guerre dont il faut tenir compte et qui est assez passionnant à écouter et à étudier, pardon. On est vraiment après la guerre dans ce que la sociologue Danielle Hervieux-Léger a appelé une réarticulation utopique. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet? C'est que le rêve qui commençait à s'effriter avant la Deuxième Guerre mondiale est tout à fait enterré après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le rêve de reconstruire une cité catholique, de revenir à un idéal, et j'insiste sur le mot l'idéal médiéval. Les catholiques pour la plupart, renoncent à réinstaller ce que Daniel Hervieux-Léger appelle un catholicisme hégémonique. C'est fini ce rêve-là. Il disparaît. Bon, quand on lit Maritain et la revue Esprit en France dans l'entre-deux-guerres, il est clair que ce rêve déjà sérieusement en train de s'effriter, mais il est clairement tout à fait enterré après la Deuxième Guerre mondiale. On passe à autre chose, un autre type de catholicisme, en tout cas un autre ethos des catholiques, qui est l'éthos du témoignage. Les catholiques sont désormais là pour témoigner de leur foi. Cette rhétorique du témoignage, elle est extrêmement présente. Je vais vous donner un petit texte. J'aurais pu vous en trouver des milliers. Ça revient très très souvent dans une revue de l'après-guerre. Un intellectuel qui écrit peu après la guerre. Je crois qu'on peut la désigner d'un mot. Sa responsabilité, il parle de sa responsabilité, un mot, celui de témoignage. L'écrivain n'est pas purement ou simplement un écho, il n'est pas un guide non plus ou un mage, selon la conception romantique, il est un témoin au double sens du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui exprime ce qu'il voit, et il doit voir mieux que les autres, je reviendrai sur cette notion, et en même temps quelqu'un qui s'engage dans son âme et s'il le faut dans sa chair. Dans le témoignage, il y a une description exacte de la réalité totale qui peut aller jusqu'à être pour les autres une sorte de révélation. Et il y a un engagement qui, dans le cas extrême, peut prendre la forme du sacrifice et du martyre. Donc, vous voyez, on est dans une toute autre manière de témoigner. Et alors, ça vous ne voyez, le PowerPoint a ça d'intéressant, c'est que je peux vous montrer des illustrations. Et je trouve qu'il y a deux illustrations qui sont très, très significatives. C'est l'évolution
de l'architecture catholique de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, je vous montre le cas belge, mais vous pourriez en trouver des milliers, je pense, au Québec. Vous avez, sur les images qui sont là, vous avez au-dessus une photo de l'exposition 1958, l'Expo 58, qui se fait à Bruxelles en 1958. Et vous avez le pavillon du Saint-Siège, qui est pour le moins imposant. Et ça va choquer à ce moment-là certains catholiques qui ne se reconnaissent plus dans le style cathédral et imposant de l'entre-deux-guerres et les siècles avant. Hein. Et vous aviez dans le pavillon, alors malheureusement il a été détruit, mais vous voyez qu'il y a une énorme tour, je ne sais plus combien de mètres elle faisait, mais c'était très très imposant. Et vous avez en dessous une église, l'église de Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve qui est l'université catholique construite après 1968, qui est une université extraordinaire pour le sujet qu'on étudie aujourd'hui. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en 1968, en fait, les intellectuels catholiques ont pu rêver une université. Ça a été une véritable utopie, l'université catholique de Louvain. Et l'architecture en témoigne, et on est dans une architecture beaucoup plus de la maison, une architecture plus à taille humaine. Alors la photo ne rend pas tellement compte de cela, mais ce qui est désormais est surélevé, c'est le clocher, ce n'est plus l'église en elle-même. L'église, elle est à taille humaine, elle est à taille de l'architecture de l'environnement, l'architecture de la ville. Elle n'est plus là pour dominer la ville, en quelque sorte. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Alors, ce qui change aussi très fort euh, cet ethos du catholique de l'après-guerre, c'est évidemment Vatican II, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste rappeler la fameuse constitution pastorale Gaudium et Spes de 1965 qui invite les catholiques à s'engager au service de la communauté des hommes au sens large et plus seulement au service des catholiques eux seuls. On sort aussi de nouveau de ce dont je parlais tout à l'heure, à l'idée de reconstruire, de lutter, de lutter, c'est Mona Ozouf, pardon, qui parlait d'une contre-société. Hein. On n'est plus dans cette stratégie-là. Alors, ces catholiques de l'après-guerre, ils sont aussi dans une dynamique plus large, dont je vais dresser un petit peu le portrait ici, à grands traits. Il y a un sentiment de responsabilité très très fort après la Deuxième Guerre mondiale, qui naît des attentes des autorités morales et politiques de l'après-guerre. Alors, souvenez-vous, on sort de la guerre et qui a été dévastatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le discours qu'on entend, l'obsession de l'après-guerre, c'est on en est arrivé là parce que nous sommes déshumanisés, parce que nous avons oublié de construire une véritable civilisation avec des valeurs. Dans ce cadre-là, l'Église catholique va être, en fait, pas seulement l'Église catholique, les églises chrétiennes vont être appelées d'une certaine manière à la rescousse pour réenchanter le monde, pour réhumaniser la civilisation, pour travailler à cette recivilisation de la culture et du monde d'une manière générale. Alors, ils étaient l'Église catholique et les églises chrétiennes d'une manière générale étaient particulièrement bien placées, particulièrement légitimes après la Deuxième Guerre, parce qu'ils avaient beaucoup de catholiques, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont fait de la résistance et ont beaucoup travaillé
Je sais pas. Ça... Ouais, non, ok, voilà. Je ne sais pas où j'étais en train de dire que revenu, merci. J'étais en train d'expliquer que le champ culturel devient un champ particulièrement investi par les catholiques après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment est-ce que je le vois? Je le vois par le discours social d'une manière générale, mais aussi par la manière dont le Parti catholique, en Belgique, vous avez un parti catholique, il est toujours là d'ailleurs, il a changé de nom à de nombreuses reprises, mais le Parti catholique qui se crée il se reconfigure, qui se recrée après la Deuxième Guerre mondiale, parle de l'épanouissement personnel et sort d'une idée de parti confessionnel aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Et les dirigeants du Parti catholique, les cadres du Parti catholique qui sont bien présents dans les gouvernements de l'après-guerre vont être particulièrement actifs dans un des grands projets de l'après-guerre qui est la création des politiques culturelles. Il y a, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, dans beaucoup de pays, la fondation d'un véritable ministère de la culture. C'est important. Il y a toujours eu, évidemment, les politiques se sont toujours intéressés à la culture, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un ministère avec une administration qui se crée dans plein de pays, et notamment en Belgique, et c'est les catholiques qui seront à la manœuvre pour la Belgique. Et Pierre Winny, un ministre catholique, démocrate chrétien plutôt, de l'après-guerre, va écrire tout un texte qui a beaucoup marqué toute l'histoire de la politique culturelle pendant une 20-30 années, le plan quinquennal de politique culturelle. Voilà, donc on est dans cette ambiance-là. D'autres éléments aussi à prendre en compte. L'idée que on veut témoigner, on veut s'intéresser à la culture, pensent les catholiques et le disent, mais il va falloir qu'on s'adapte. Et il y a une obsession de l'après-guerre, c'est l'obsession de trouver une autre langue, un nouveau langage pour s'adresser au monde. Et ça, c'est vraiment une obsession. C'est pour ça que je vous disais que la littérature m'intéresse beaucoup, parce que là, c'est un lieu où la recherche d'un nouveau langage va être particulièrement active. Dernier élément qu'il faut tenir en compte parce qu'il est important, en 1971, la lettre 71, pardon, la lettre apostolique Octagesima Adveniens qui invite les catholiques à ne plus rester uniquement dans les institutions catholiques, et qui les autorise à s'investir en conscience, parce que désormais, ce qui est important, c'est la conscience personnelle, dans toutes les institutions qu'ils jugent utiles. C'est dans des pays catholiques comme la Belgique, un tournant fondamental, parce qu'auparavant, les catholiques étaient contraints de ne s'investir, de ne s'impliquer que dans des institutions proprement catholiques. Donc, et ça ne manquait pas, le parti, les syndicats, les écoles, etc. Avant ces dates-là, je vous le dis si vous ne le savez pas, c'est compliqué pour un catholique d'inscrire son enfant dans une école qui n'est pas catholique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais c'est mal vu et voilà, c'est mal vu, ça ne se fait pas. Alors, ce nouveau langage, je vous le disais, moi je l'ai beaucoup étudié pour la littérature avec les écrivains catholiques. Alors, pour votre information, ils existent toujours. Il y a toujours une association des écrivains catholiques de langue française dans laquelle vous trouvez des Français, mais aussi des Belges et des Québécois. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ce qu'ils font. C'est très, très intéressant. Ils ont un site internet et ils donnent des prix, je pense, d'une manière annuelle. Alors, ces écrivains catholiques, je ne vais pas vous ennuyer en vous disant qui ils sont, mais peut-être vous dire 2-3 choses intéressantes parce que ça se retrouve dans d'autres pays, y compris le Québec que j'avais étudié. On n'est plus, après la Deuxième Guerre mondiale, sur non plus le modèle de la littérature catholique de l'avant-guerre. C'est les grands auteurs classiques, Claudel, Bernanos, Mauriac,
Mais j'aurais pu citer aussi Bazin, les B du traditionnalisme. Le fichier ne fonctionne plus de mon côté. Ah, le fichier, j'imagine, c'est le PowerPoint. Pourtant, le partage semble en cours. Oui, moi, ça fonctionne bien sur le mien. Ça a l'air de fonctionner, ça doit être particulier à la personne. Ouais. Ah, oui, voilà. Donc voilà, ça c'est on parlait avant la guerre des B du traditionnalisme, tous des auteurs qu'on ne lit plus aujourd'hui, hein. Et ils sont, on les trouve plus. Alors Mauriac continue à écrire, mais ils meurent tous plus ou moins à la même période. Ils ont leur œuvre derrière eux, et en tout cas, quand elle n'est pas derrière eux, ils changent complètement leur pratique. Quelqu'un comme Mauriac n'écrira pratiquement plus de romans après la Deuxième Guerre mondiale et il va se lancer dans le journalisme. On n'est plus dans cette littérature très apologétique de l'avant-guerre. Ils vont dès lors explorer, les catholiques dont je parle ici, d'autres types de littérature, d'autres genres plus exactement, le théâtre essentiellement et l'histoire. Ici, je vous ai cité des noms, mais c'est pas très intéressant pour vous. C'est intéressant pour les Belges parce que c'est des noms dont on parle. Mais voilà, retenez ici l'importance de l'histoire comme récit. Vous avez ça en France avec des auteurs comme Delumeau, par exemple, un bel exemple, mais il y en a plein, hein. Alors, l'intérêt de l'histoire, du récit historique, c'est que ça permet de s'inscrire dans le renouvellement du champ des intellectuels, qui est un renouvellement qui va désormais mettre en valeur davantage des experts, les experts en sciences humaines, plutôt que les romanciers. C'est la vague des grands philosophes, des Sartre, des Camus, etc., etc., mais aussi des historiens. Certains sont plus audacieux et vont faire des romans personnalistes. Alors ici aussi, c'est quelqu'un qui est complètement oublié, mais qui a eu un succès fou. Lui, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier s'il avait eu du succès au Québec, mais vous voyez, Étienne Degré, c'est un psychiatre belge qui a écrit des romans qui ont eu un succès énorme, paru au Seuil quand même, hein, on n'est pas dans des petites maisons d'édition locales, qui sort complètement du roman apologétique pour parler du cheminement de ces personnages vers la foi plutôt que dans la foi. Ce sont des romans de l'inquiétude, mais sans la dimension péché que vous aviez chez un Mauriac. Vous avez au Québec un auteur extrêmement comparable, quelqu'un comme Robert Élie. C'est aussi cette littérature de la... Je ne sais pas si vous voyez qui est Robert Élie, mais je ne pense pas qu'on le lise encore ni qu'on le dite, mais c'est aussi un romancier de l'inquiétude. Alors, un autre auteur, qui avait passé ma souris, ici. Un autre auteur qui, lui, j'ai vérifié, a eu énormément de succès au Québec, au Canada français, en Belgique et en France, c'est Franz Weyergans, qui est le père de François Weyergans, voilà, qu'on a énormément lu, qui a été publié par Le Seuil. Pour ça, c'est moins étonnant parce que Le Seuil est très catholique à l'époque, mais par contre, chez Julliard, ça c'est plus étonnant. Alors, c'est un auteur qui est tout à fait dans le témoignage, et qui va développer une nouvelle manière, une autre langue pour parler de sa foi. On n'est plus du tout dans un style de nouveau apologétique avec le roman à thèse. On est dans des romans qui témoignent de la foi en parlant y compris de l'absence de la foi. L'obsession pour le péché qu'on trouvait avant a un petit peu disparu. Par contre, quelqu'un comme Weyergans cherche les signes de la présence ou du silence de Dieu partout.
Il a deux thèmes de recherche, c'est la conjugalité. Il a écrit des tas de livres qui ont été édités, réimprimés, y compris au Québec, sur le bonheur conjugal, la difficulté de parvenir au bonheur conjugal. C'est un petit peu son obsession. Et puis, ce sont aussi des romans qui mettent en valeur, des romans, des récits, la route que doit accomplir le pèlerin. Alors, il a été aussi très, très fort marqué par le structuralisme. Ce sont des romans qui ont pas mal vieilli, en fait, qui ont une certaine modernité. Et c'est pour lui une manière d'interroger le langage pour dire l'inquiétude de l'homme au sens large. Comme il cherche, je résume un petit peu ici parce que c'est plus complexe que ça, mais comme il cherche les signes de Dieu partout, chaque élément le plus minuscule du quotidien devient intéressant, peut devenir significatif du regard de Dieu. Donc une littérature extrêmement intéressante qui va aussi se déployer dans un autre style qui est, je ne vais peut-être pas dire comparable, mais qui est lié avec ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle la célébration. Alors, j'avais fait une petite liste de tous les romans de célébration, tous les récits de célébration. Il y en a plein. Alors, il y en a qui sont plus célèbres que d'autres, dont un qui est Gabriel Ringlet, qui est un personnage une personnalité, lui c'est vraiment un intellectuel belge qui vit toujours et qui a énormément de succès, qui a été vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, qui a écrit des ouvrages sur un éloge de la célébration. Et Gabriel Ringlet, j'ai regardé, on en parle beaucoup ici. On en parle dans le Devoir, on en parle dans la presse, on en parle beaucoup. D'autres sont moins connus, les femmes notamment, je vous ai mis ici Colette Nice-Mazur ou Marie Denis, que je vous ai quand même mis parce que c'est une femme qui a eu énormément d'influence et qui, je suis en train de le découvrir, c'est pour ça que je suis ici au Québec, qui a vraiment participé activement au féminisme de la deuxième vague. Elle vient à Montréal à 2 reprises et elle fait venir des Québécoises en Belgique. Mais je vous reparlerai d'elle. Mais là, ce que je veux souligner, c'est cette littérature spécifique de la célébration qui met vraiment en valeur chaque geste du quotidien censé montrer la présence de Dieu. Ouvrages dans lesquels on trouve énormément aussi la dimension mémorielle, la mémoire est très 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 importante. Vous trouvez ça au Québec aussi, hein, parce que ce qui fait qu'on est catholique, on y reviendra peut-être dans les discussions, ce qui fait qu'on est catholique, souvent, et on trouve ça chez Daniel Hervieux-Léger, souvent c'est pas forcément la croyance en Dieu. Parce que, enfin, moi, je cite toujours un ami catholique qui m'a dit, mais moi, tu sais, est-ce que je crois en Dieu? Ben, je dirais, parce que c'est un scientifique, je dirais 20% du temps. On ne croit plus vraiment, on n'accorde plus beaucoup d'autorité au clergé, au pape, on ne suit plus forcément les rituels. En revanche, on est attaché à une mémoire. On se reconnaît dans une mémoire. Et cette dimension-là, qui est bien connue, hein, ben, on la retrouve dans tous ces romans. Un autre roman extrêmement dans lequel les catholiques sont très très prolifiques, c'est le roman policier. Alors ici vous avez tous des auteurs que vous devez pas Xavier Hanotte peut-être qu'il est lu au Québec. Ce sont des romans sur la Première Guerre mondiale. Non. En revanche, Armel Job est beaucoup lu. Alors pourquoi le roman policier? Pourquoi est-ce qu'il a tellement de succès? Je ne savais pas. Du succès, ben, d'abord parce que d'une manière plus large,
Vous dites parce que le roman policier a du succès. Et pourquoi est-ce que ça peut intéresser les catholiques? Ben, primo, parce que, enfin, primo, sans hiérarchie, ben, le Vatican, c'est un labyrinthe fantastique où il y a tout le temps des tas de choses qui se passent. Donc, ça fait un cadre merveilleux. Ça, c'est clair. J'adore le titre Les allumettes de la sacristie. Vous reconnaîtrez que c'est savoureux. Willy de Weir. Mais c'est aussi le roman policier, des romans qui permettent de faire voir le bien et le mal d'une manière assez claire, ou pas claire justement, et c'est pour ça que c'est intéressant. Dans les romans policiers modernes, enfin actuels, le méchant n'est jamais vraiment méchant, le gentil n'est jamais vraiment gentil. Ça permet de travailler sur ces questions morales. Quelqu'un comme Armel Job, je vous disais, il a beaucoup de succès. Enfin, tous ces romans ne sont pas tout aussi très réussis, mais Tu ne jugeras point, vous reconnaissez la parole biblique, est un très très bon, très très beau roman qui parle exactement de cela, de la difficulté à qualifier le bien et le mal, et donc à juger. Le bon juge, et vous aviez ça aussi chez un Étienne de Grève dont je parlais tout à l'heure, le bon juge est un juge qui ne juge pas. Et vous avez aussi dans les enquêtes policières, évidemment, une quête de sens qu'on retrouve dans des policiers, dans des policiers, donc des humains, des personnages de policiers qui cherchent le sens et qui cherchent à juger sans juger. Autre champ que j'ai examiné, que j'ai trouvé passionnant, c'est le champ scientifique. Les scientifiques, comment s'adaptent-ils à la modernité? Ça va dans le temps. Je peux parler jusqu'à quelle heure? On aura après une réponse à la discussion qui va être présentée par Maurice pendant une dizaine de minutes. Donc là, il est 15h02, peut-être une vingtaine de minutes au maximum. C'est parfait. Ça va, Maurice? Encore une vingtaine de minutes? Les scientifiques. Alors, vous avez une adaptation du monde scientifique intense après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, je vous parlais de l'Université catholique de Louvain. Il y a deux universités, une francophone et une néerlandophone. Ça a été pour moi, et c'est toujours d'ailleurs un laboratoire extraordinaire, parce que je vous ai dit, il y a vraiment une ambition de faire une utopie qui n'est plus une utopie catholique, qui est une utopie chrétienne plutôt, dans laquelle s'inscrivent les intellectuels. Alors, il y a différentes manières dont ça va se présenter. La première, c'est l'idée de faire une science de la terre et du vivant qui ne soit pas trop technologique. Les enjeux sont énormes après la Deuxième Guerre mondiale puisque vous avez la création dans beaucoup de pays industrialisés d'une science, d'une politique scientifique, avec la création de fondations dédiées à la science, aux sciences, qui, vous allez me dire, il y a toujours eu des fondations, mais là, ça devient des fondations financées par les États. Ça s'inscrit dans les politiques culturelles dont je parlais tout à l'heure. Clairement, dans l'institutionnalisation d'une politique scientifique, les catholiques cherchent à faire entendre une voix, et cette voix, c'est une voix d'une science qui soit humaine, qui ne soit pas uniquement technocratique, et les enjeux sont énormes, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, le gros débat, c'est quoi? C'est quand même le nucléaire. Et on a vu ce que les scientifiques sont, je vais le dire autrement, on a vu, ces scientifiques, ces intellectuels ont vu ce que pouvait donner la recherche scientifique. Donc il y a un gros enjeu moral, un enjeu aussi en termes stratégiques, comment se positionner comme catholique quand la science devient autonome. Ça devient aussi compliqué après la Deuxième Guerre mondiale, quand la science s'autonomise, d'apparaître comme scientifique, de s'afficher comme catholique.
J'ai étudié un sociologue qui raconte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ben, ça commence à se porter difficilement de dire bonjour, je viens de l'Université catholique de Louvain et je suis catholique. On est quand même dans un modèle du scientifique ou de la scientifique après la Deuxième Guerre mondiale qui valorise l'autonomie scientifique par rapport aux autorités morales, religieuses et d'État. Alors, vous avez des penseurs extrêmement prolifiques sur ces questions. Je vous parle ici, je vous ai mis Jean Ladrière, qui écrit je vous l'ai mis parce qu'il a une influence énorme en Belgique, mais pas seulement en France aussi et au Québec, puisque l'un de ses ouvrages a été publié chez Libert en 2001 à Montréal. En fait, Jean Ladrière a été professeur à l'Université de Sherbrooke à plusieurs reprises. Et c'est un docteur d'honneur de l'Université de Sherbrooke aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, David, ceux qui sont en ligne. Ah, pardon. Oui. Donc, Jean Ladrière, non seulement il est publié ici, mais il est docteur honoris causa de l'Université de Sherbrooke. Je l'avais oublié. En revanche, j'avais bien vu qu'il était à diverses reprises prof invité ici. Un penseur qui a beaucoup marqué des générations d'intellectuels catholiques et qui a vraiment essayé de réfléchir pour penser des sciences qui soient plus humaines. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça peut se manifester, cette recherche, de deux manières. D'une part, par une réflexion philosophique, c'est le cas de Ladrière, c'est le cas aussi d'un père Oblak qui a eu beaucoup d'influence, Georges Thiel, qui crée, lui, carrément des énormes structures pour faire se rencontrer moralistes, théologiens et scientifiques. Quand je dis scientifiques des sciences de la nature et de la terre et du vivant, pour faire une recherche humaine, on disait parfois aussi humaniste. Et puis, il y a ceux aussi qui vont encore plus loin, enfin, c'est pas forcément plus loin, mais qui tentent autre chose en en essayant de penser un nouvel imaginaire poétique. Alors, on n'a pas le temps. Il y a aussi des poèmes fort intéressants qui explodent, de scientifiques, alors de scientifiques de nouveau durs, de sciences exactes, qui essayent d'humaniser leurs pensées et leurs travaux grâce à la poésie. C'est un petit peu tout ça m'évoque les travaux que vous avez faits ici aussi sur la recherche de l'imaginaire. Hein. On est vraiment ici dans l'exploration d'un imaginaire. Alors, cette recherche scientifique est aussi fort, est en voie d'exploration intense dans d'autres domaines, les sciences humaines aussi, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. Je vous ai mis ici des photos de scientifiques de l'Université catholique de Louvain. Ces sciences-là sont fort marquées par Gaudium et Spes de 1965, fin de Vatican II, qui invite les scientifiques, qui invite deux choses, qui invite les scientifiques au sens large à participer au débat, y compris religieux, mais d'autre part, qui invite les théologiens à s'inspirer des travaux des scientifiques de la sociologie et de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie. Vous avez, après la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, le développement de toute une sociologie pastorale qui s'inspire de la sociologie et inversement. Idem dans la psychologie. À ce moment-là,
l'Université catholique, à partir de ce moment-là, et le débat n'est pas mort, l'Université catholique de Louvain va sérieusement se poser la question de est-ce qu'elle garde ou pas le C de catholique. Et si vous allez dans cette université ou si vous rencontrez des collègues qui viennent de cette université, je vous invite à leur poser la question. La réponse est toujours extrêmement intéressante. Certains sont pour, certains sont contre. C'est valable pour d'autres universités. Moi, je viens de l'Université libre de Bruxelles. Vous pouvez mettre aussi un beau sujet. Est-ce que les universités ne sont que des boîtes à fabriquer des diplômes ou est-ce que nous avons encore des valeurs et quelles sont-elles? Enfin, voilà, c'est des belles questions. Mais ici, parce qu'il y a quand même plusieurs des principales universités qui sont encore des universités à charte catholique, Ouais. et le cas de l'université de Sherbrooke d'ailleurs, dans le contexte de laïcisation, dans les débats les plus récents, les directions de ces universités aujourd'hui se penchent toutes spécifiquement sur la question du statut. Est-ce qu'il faut le conserver ou pas? Donc, il n'y a pas catholique, c'est pas l'université catholique de Laval, l'université catholique de Montréal, ou de Sherbrooke, mais en attendant, ça demeure des universités à statut catholique. On se pose la question aujourd'hui, il y a des travaux en ce moment là-dessus. Oui, et c'est passionnant. Ouais. Et c'est passionnant parce que ça peut être très polarisé. Évidemment, pour nous, les observateurs du fait religieux, ça fait notre petit pas. Voilà. Un domaine, j'essaie juste de vous donner l'eau à la bouche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un domaine qui va exploser aussi, mais aussi dans cette dimension pastorale, c'est la psychologie. Ce que je préfère appeler les sciences de l'âme parce que ça regroupe beaucoup plus de domaines, à la fois la psychanalyse et la psychologie. Alors, pour le dire vite, la psychologie ne pose pas de problème aux catholiques. Dès la fin du 19e siècle, la psychologie expérimentale est extrêmement développée dans les universités catholiques. En revanche, la psychanalyse, c'est une autre histoire. Alors, vous savez ça parce qu'il y a eu l'extraordinaire livre d'Agnès Desmazières. Mais pour rappel, qu'est-ce qui pose problème dans la psychanalyse, dans l'entre-deux-guerres? C'est une méthode qui est acceptable, mais qui pose beaucoup de problèmes. Freud est juif, il parle beaucoup des pulsions sexuelles. La pratique, c'est un divan qui peut un peu trop ressembler à un confessionnal, pardon. Voilà, je ne vais pas reprendre les travaux d'Agnès Desmazières, mais vous dire que les intellectuels catholiques ont vraiment été sur la balle, comme on dit, sur ces questions. Et quelqu'un comme Étienne de Grève, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un psychiatre, un criminologue, qui a écrit tous ces romans personnalistes, va être le passeur belge de Freud en travaillant à christianiser la psychanalyse. Et c'est une réussite. C'est une réussite. Après la Deuxième Guerre mondiale, la psychanalyse est retravaillée pour être davantage, pour évacuer les problèmes qu'elle posait au départ. Dabord, elle est catholicisée, les catholiques s'en emparent. Et pour évacuer la question des pulsions, la Belgique, et je pense en grande partie la France, va préférer s'inspirer de l'égopsychologie développée aux États-Unis. Je m'inspire ici des travaux de Dagmar Heckman qui explique que les États-Unis ont vraiment travaillé à rendre la psychanalyse plus conservatrice. Et dans un premier temps, la psychanalyse catholique est assez conservatrice. Là, je parle de l'après-guerre, je vous parle des années 40 et 50. Et tout ce courant va s'inscrire aussi dans l'hygiène mentale, la prophylaxie que vont développer les grands programmes de santé publique de l'après-guerre. Donc, il y a un enjeu, je vais très vite, mais je ne peux pas ne pas en parler.
Voilà, je vous ai mis ici des textes qui ont eu, voilà, tout ça a été, on ne lit plus tout ça, mais c'est tous des auteurs qui ont essayé de penser la psychanalyse en chrétien, en catholique. Vous avez toute une école à l'UCL, à l'Université catholique de Louvain et à l'Université catholique de Leuven pour développer cela. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous intéresser à Françoise Dolto, hein, qui est vraiment la maître d'œuvre dans ce domaine. Ce qu'elle propose aussi, Françoise Dolto, c'est différencier la vraie culpabilité, le péché, de la culpabilité névrotique. Elle propose aussi de sortir des normes sociales pour mieux cadrer le péché. Et elle va pas être seule. Dans ce courant va se développer aussi tout un courant extrêmement prolifique qui va faire des études psychanalytiques de la Bible. Un courant très très important dans lequel on retrouve un certain Antoine Verboeck qui a fait sa psychanalyse chez Lacan, qui a vraiment été une star. Bon, tout à fait oublié aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui ont eu beaucoup d'influence. Je vous en parle parce que vraiment, ces courants sont significatifs de moi. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces intellectuels catholiques ont tenté de s'adapter à la modernité. C'est vraiment la question qui m'intéresse. Alors, dernier point pour aujourd'hui. Je vous disais que selon moi, il y a une figure de l'intellectuel catholique. Ça existe. Je vous rappelle qu'Éric de Beuquelard attend qu'ils se lèvent. Pour moi, ils sont et elles sont bien debout. Et j'ai essayé de voir entre 45 et aujourd'hui si on pouvait faire une espèce de typologie des intellectuels et repérer un type qui serait le type de l'intellectuel catholique. Alors, je vous propose comme idéal type deux modèles célèbres, non, un très célèbre et un très intéressant. Le modèle célèbre, c'est Simon Leys. Simon Leys, vous le connaissez, je suppose, hein, intellectuel qui a fait notamment parler de lui parce que c'est un tout grand sinologue qui est parti en Chine en pleine révolution maoïste et qui est un des seuls en plein tournant marxiste, en plein esprit des années 68, à dire ben, attention, la Chine, c'est pas ce que vous croyez, le maoïsme, c'est pas drôle. Et ça lui a donné une certaine célébrité parce qu'il s'est montré un petit peu prophétique à cette occasion. Alors, quand on regarde Simon Leys, comment il se présente, quel est aussi là, ben, je vous ai fait une petite liste ici qui est, selon moi, très, très représentative. C'est une foi discrète. Simon Leys, il attend la fin de sa vie pour dire qu'il est catholique, et catholique traditionnaliste même. Une quête de sens, on trouve ça très fort chez lui, hein, une réflexion sur la condition humaine, sur l'espérance, la posture de l'expertise, une froide critique, des saintes colères bien mesurées, et le sens de la mesure. Alors, je vous ai trouvé, j'ai été rechercher les chroniques de Mauriac. Et dans les chroniques de Mauriac, il y a un jour, dans une de ses chroniques, où il dit ce que doit être un intellectuel, un penseur catholique. Et il répond à Albert Camus. On est en 1949, et je vous le cite, hein. C'est une chronique dans le Figaro, donc c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est pas du tout confidentiel, ce texte.
Voyageurs sur la terre, nous sommes séparés les uns des autres par l'abîme des générations, des milieux et des classes. Et moi qui chemine seul, j'ai la certitude d'appartenir au petit nombre de ceux qui tiennent une lampe au cœur des ténèbres, qui entre leurs mains indignes ont sauvegardé la lumière qu'ils ont reçue dès l'enfance et dont je sens le reflet sur mon visage et sur mon cœur, pareil à ces figures embrasées de Georges de la Tour. Et vous voyez tout ça, tout ce que enfin, ça, c'est vraiment en concordance, en correspondance avec la posture de Simon Leys, tout grand intellectuel, hein, publié chez Gallimard et dont on parle beaucoup ici. Alors on retrouve ces mêmes éléments chez une intellectuelle, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le féminisme chrétien, et je vous ai mis ici une photo que je trouve extraordinaire. Vous y trouvez les 3 des tout grands noms du féminisme tout court, pardon, du féminisme de la deuxième vague belge. Vous avez ici Françoise Collin, qui est une philosophe féministe qui a énormément compté. Vous avez Marie Denis et vous avez Jeanne Vercheval. Bon, ces figures ne vous disent rien, c'est bien normal, sauf peut-être pour les personnes qui s'intéressent au féminisme, à l'histoire du féminisme. Françoise Collin, elle est tout à fait dans cette... elle est très très importante. Marie Denis l'est moins. Jeanne Vercheval, c'est une socialiste. Et Marie Denis et Françoise Collin ont vraiment cette posture, cet ethos dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve chez Simon Leys et qu'on retrouve aussi chez ces femmes-là. Ce sont des go-between parce qu'elles ont ce sens de la mesure, parce qu'elles en appellent toujours à l'expertise, parce qu'elles n'ont pas peur d'être seules, tout en essayant toujours de travailler à faire se réunir les personnes plutôt qu'à les polariser, qu'à travailler à la polarisation de la société plutôt. Alors, comment cette posture va évoluer? Il y a c'est ma conclusion, hein, il y a quelques traits qui ne vont pas changer. Une chose qui est certaine, c'est que que les intellectuels catholiques ne sont plus des porte-parole de l'Église. Ça, je n'ai plus trouvé. Si on garde ma définition de départ, hein, quelqu'un comme un Éric de Beuquelard est un intellectuel à plein d'égards, mais son public reste un public de catholiques. Il ne cherche pas particulièrement le dialogue avec l'autre. Quand vous le lisez, voilà. Premier point. Il y a peut-être des contre-exemples, mais ça me paraît plus en tout cas central comme ça a pu l'être avant. Deuxième point très clair, c'est qu'ils essayent, ils et elles essayent de faire entendre une voix singulière malgré tout, tout en n'étant pas dans une dynamique et une rhétorique apologétique, j'insiste là-dessus. Alors cette singularité, elle fait voir quoi? Ce qui les intéresse le plus, le poids de la mémoire, l'attachement à des communautés et troisième point, un investissement dans 2 grands domaines dans lesquels les catholiques sont particulièrement performants, c'est l'écologie et le soin aux personnes. C'est pas mon PowerPoint, là c'est moi qui vous parle. Et on aurait pu dire, et je vais dire que l'enseignement en fait partie, hein, l'attachement aux communautés, l'importance de la mémoire, l'investissement dans l'écologie, et dans le soin aux personnes, c'est vraiment fondamental. Et enfin, cette participation, cette intégration à une société pluraliste qui devient une obsession à partir des années 60, au moment même où la société pluraliste s'installe.
Elle est pensée avant-guerre par des gens comme Maritain, mais elle s'installe, me semble-t-il, après la Deuxième Guerre mondiale, et les catholiques vont être très, 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 très actifs pour mettre en place cette société pluraliste. Alors, j'avais peut-être envie de terminer par une citation de Myriam Tonus, qui est une intellectuelle catholique, qui s'interrogeait en 2005, et je pense qu'elle c'est une personne très sympathique, qui écrit dans La Libre Belgique, c'est un des grands quotidiens belges. Elle n'écrit pas que là, mais elle écrit. Mais alors, est-il encore légitime de parler d'identité chrétienne? La crise n'est pas mince, en effet, et ce qu'on appelle le retour du religieux pourrait bien n'être que le symptôme d'un inconfort autrement plus profond, créé par l'incapacité où se trouvent bien des croyants à dire qui ils sont, en quoi ils croient et surtout le lien qu'ils établissent entre leur foi et leur vie concrète en ses grandeurs et vicissitudes. Je trouve ça un texte magnifique. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Alors, on a une réaction avec peut-être des éléments de regard croisés avec le Québec qui nous est présenté Est-ce que par. je suis mieux de m'avancer ou Je pense que le micro. Peut-être que c'est mieux. Ah oui, attends. Je pense que ça va être plus facile. Parfait. Est-ce que c'est bon pour toi? Oh, oui. On va faire un petit peu de manipulation. Hein. C'est bien, ça permet à tout le monde. Je devrais s'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Pardon. Ah, Si, c'est peut-être vrai, le sac à dos. éventuellement, tu regardes, tu pourrais le mettre tout là. Moi, je vais juste pas mettre pour mes feuilles. Ah, c'est lui. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est ce micro-ci ou c'est ça? C'est lui. Oui. Moi, je pense que ça devrait. Ben, on va le savoir. Chers amis qui sont en ligne, est-ce que vous entendez bien? Vas-y, Maurice. Est-ce que vous m'entendez? Je les ai peut-être tous assommés, ils dorment. Ah, Oui, non. oui, on vous entend. Non, 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 on vous entend. Bon, très bien, très bien. Conférence vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais mentionné au départ, j'ai plutôt organisé pour faire des commentaires sur la conférence. J'ai plutôt organisé une comparaison des structures. J'ai moins vraiment une description des intellectuels qui serait vraiment fascinante aussi de voir le parcours, mais j'ai plutôt comparé parce que toute cette christianitude de Belgique est aussi soutenue, comme vous l'avez mentionné au départ, par des institutions qui ont perduré. Donc, c'est plutôt une comparaison à ce niveau-là entre le Québec et la Belgique, partant évidemment d'un point de départ où ce sont des sociétés quand même assez similaires dans les années 50. Donc, je vais débuter justement parce que ça nous interpelle vraiment la présentation. C'est vraiment très intéressant de voir comment les choses ont pu être si différentes. Aussi, parce qu'il y a des points de contact, évidemment, là, mais il y a aussi des points quand même de différence. Vous parlez justement qu'il y a un déclin indéniable des institutions en Belgique, mais il y en a plusieurs qui sont toujours très vivantes aussi. C'est vrai nous sommes dans une université à charte catholique, mais j'aimerais bien faire un petit sondage à l'université. Quel est le pourcentage des étudiants qui savent qu'on nous sommes dans une université à charte catholique? Des profs. Oui, exactement, oui, on est dans le 0.0. Même chez les profs. Oui, non, effectivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une disparition tranquille. Je me demande, sais-tu en quelle année c'est le chancelier de l'école qui était l'archevêque?
Mais Maintenant, le chancelier, c'est l'archevêque. il est encore chancelier? Ouais, OK. ouais. Je pensais que ça avait disparu. Probablement que les photos n'avaient pas été à jour quand j'étais passé. Non, mais ça fait partie des choses qui pourraient changer. Mhm. Oui, mais c'est ça. Mais, en tout cas, je vais m'en tenir à ce moment-là. Je commencerai justement en parlant d'un livre dans lequel j'ai participé, étudier les christianismes dans un contexte de post-chrétienté. Ça va mener à une question par rapport à l'influence de la psychiatrie en Belgique. Vous allez comprendre le lien un peu plus tard, là, mais donc dirigé par Frédéric Dejean et Catherine Foisy, qui porte sur justement le christianisme. Puis d'emblée, on présente une image d'un christianisme qui est beaucoup plus éclaté au Québec présentement, du moins d'une part en raison du déclin très marqué de la pratique religieuse chez le groupe ethnico-religieux majoritaire, les Québécois catholiques d'ascendance canadienne-française. Les taux de pratique c'est vraiment très parlant, mais aussi l'émergence d'autres pratiques chrétiennes au Québec au fil des différentes vagues d'immigration qui se sont implantées dans la province. Donc, dans un des chapitres de ce livre, l'évolution des indicateurs de religiosité, ben, on voit justement que si 86% de la population est affiliée à l'Église catholique, en 71, ce pourcentage est passé à 53% en 2021. Mais encore plus révélateur, c'est le taux de participation aux offices religieux une fois par mois, qui est passé en 85-86 de 51% à 14% en 2018-2020. Donc, ça, c'est effectivement très parlant. Puis, c'est certain que si on cible la population, parce que moi, je le fais dans beaucoup de mes séminaires, je demande qui est allé à l'église, un petit peu à la blague, là, ben, j'ai encore à rencontrer quelques étudiants qui sont allés. Donc, évidemment, si on cible les plus jeunes, les statistiques sont encore beaucoup plus moins élevées. Puis, pourtant, ben, avant les années 60, effectivement, il y avait beaucoup de points de comparaison entre le Québec et la Belgique. Il y avait des circulations, comme vous l'avez mentionné aussi, chez les auteurs. Donc, il y avait une grande inspiration. On peut dire que la société québécoise à cette époque-là était très cléricale, où l'Église se voyait comme étant une Église triomphante qui vacille à la fin des années 50 et qui subit un changement brutal dans les années 60. Puis évidemment, la pratique, toutes les statistiques que j'ai mentionnées, ben, ça s'étiole progressivement. Évidemment, c'est pas tout ne change pas brusquement du jour au lendemain. Évidemment, c'est certain qu'il y avait cette impression-là d'une société cléricale parce que avant cette décennie transformative qui a été les années 60, où on a parlé de révolution tranquille, l'Église, justement, contrôlait largement, l'Église, mais les communautés religieuses, beaucoup, contrôlaient largement ou administrait plutôt, serait mieux dit, l'éducation, les soins de santé aussi, influençait considérablement la moralité publique, évidemment, et jouait un rôle de définition des valeurs sociales quand même assez importantes avec les familles nombreuses, l'autorité patriarcale, la discipline, etc. L'Église exerçait même un ascendant considérable sur le syndicalisme parce qu'évidemment, à l'époque, en fait, jusqu'aux années 60, le syndicalisme québécois était fortement catholique. Vraiment, là, avec la principale centrale syndicale était la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, qui avait été fondée en 21, puis évidemment qui affirmait clairement là, son affiliation catholique dans le titre. L'Église exerçait aussi jusqu'à un certain point un ascendant sur la vie politique. Ça n'a pas mené directement, par contre, à la formation de partis politiques clairement identifiés à justement une affiliation.
Et il faut parler, ben ça, c'est mes recherches là, que je vais parler, mais je vais en parler en citant Étienne Laploin. Le Canada français vraiment rayonnait dans le monde catholique par son effort missionnaire. Justement, en introduction d'un livre sur l'entraide missionnaire, il mentionne que c'est quand même un effort impressionnant avec un ratio d'un missionnaire pour 1120 catholiques et seulement trois autres sociétés qui dépassent cela. Le Québec est devancé seulement par l'Irlande, 1 sur 457, la Hollande, 1 sur 556, et la Belgique, 1 sur 1050. Donc, c'était le point de départ. Donc, la rupture est vraiment arrivée avec la rupture entre la société québécoise et l'Église catholique commence vraiment avec le début de la Révolution tranquille au début des années 60. Les deux réformes, puis là, je ne vous apprendrai rien, mais les deux réformes qui, justement, ont été les plus importantes, c'est d'une part la réforme de l'éducation, avec la création du ministère de l'Éducation, mais justement, une éducation laïque. Oui. Oui. Ou une opposition vraiment à ce que je disais. Donc, vraiment, c'est une marginalisation des religieux dans le système d'éducation. Bon, évidemment, il y a des éléments aussi qui contribuent à ça avec la création du système d'université, de l'Université du Québec, un peu partout, la création des cégeps aussi, qui vont vraiment donner le coup de grâce, on pourrait dire, au collège classique. Les collèges classiques vont soit disparaître ou vont se convertir en cégep, ou encore dans les éducations, vont se convertir en des écoles privées. Donc, il y a aussi des cégeps privés. J'ai étudié dans un de ces cégeps-là, qui était catholique, justement, des frères maristes, mais quand j'y étudiais, il n'y avait aucune présence de religieux. Donc, les religieux étaient plutôt en résidence à ce moment-là. Donc, il y a une sortie du système de l'éducation, malgré le fait qu'il y a quand même pas mal d'écoles privées qui étaient gérées par les religieux, qui ont perduré et qui existent encore toujours aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un de mes fils qui étudie au séminaire de Sherbrooke. Donc, encore une fois, il y a ces liens-là avec les religieux, mais la présence n'est pas notable, on ne peut pas le constater. Deuxièmement, vraiment, la deuxième réforme, c'est évidemment dans le système de santé. Système de santé qui a mis de côté toute une expertise des religieuses qui avaient développé, qui sont fait remplacer par des professionnels. Ça a été quand même quelque chose qui a mis de côté les communautés comme telles. Donc, c'est l'autre élément. Donc, à cette époque, on peut dire que l'État commence vraiment à se substituer à l'Église comme principal acteur social. Donc, l'éducation, les soins de santé, c'est pas mal les deux plus gros pôles d'un budget. Donc, on peut constater que c'est vraiment un impact assez grand. Mais on pourrait aussi mentionner qu'en dehors de ce rôle-là, il y a par exemple plusieurs ONG qui vont se laïciser et des ONG aussi catholiques. On pense au CECI, justement, qui était d'origine jésuite au départ. Donc, il y a beaucoup d'organismes comme ça qui vont progressivement se laïciser. Je vous comptais au départ, j'avais étudié le CEDAL, le Comité des droits humains pour l'Amérique latine, mais qui au départ était le CCEDAL, le Comité chrétien pour les droits humains en Amérique latine. Et j'avais mentionné, effectivement, pour avoir collaboré beaucoup avec l'organisme, on n'a pas retenu dans l'histoire quand est-ce que le C a été perdu. Le C a été perdu, mais on n'est pas certain exactement à quel moment. Il y a eu une présence de religieux par la suite aussi, mais moins importante dans la direction de l'organisme. Donc, ça, c'est évidemment, je ne mentionne pas nécessairement le rôle dans évidemment, des fondations sociales, humanitaires qui ont continué à être très importantes.
Bon, ça, c'est le côté des ONG. Puis évidemment, si on parle des syndicats, en 60-61, au congrès de la CTCC, on prend en question l'affiliation. On veut enlever justement l'affiliation, la mention explicite du catholicisme. Et justement, au congrès de 1960, la CTCC devient la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, supprimant l'étiquette catholique. Les autres centrales syndicales du Québec vont suivre par la suite. Donc, il n'y aura pas de centrale syndicale au Québec comparable à la Confédération des syndicats chrétiens en Belgique. C'est quelque chose qui cessait à partir des années 60. Mais d'une façon très intéressante, cette transformation avait aussi été encouragée de l'intérieur même du clergé. Et c'est un des intellectuels catholiques les plus influents de sa génération, vraiment là, dans les années 40-50, Georges-Henri Lévesque, un dominicain qui a fondé justement la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, qui avait exercé une très grande influence sur la formation des élites syndicales, aussi des gens qui gèrent des coopératives, donc qui plaidait depuis un bon bout de temps, justement, à partir début des années 40, pour que les syndicats catholiques ne restent pas enfermés dans une identité religieuse. Donc, voulait laïciser cet élément-là. Selon lui, le syndicalisme peut être autonome par rapport à l'Église pour être efficace. Donc, on voit justement que le changement venait aussi en partie de l'intérieur. Je ne parlerai pas pour l'éducation et les soins de santé parce que effectivement, il y a beaucoup de congrégations qui, en éducation, avaient fait des gros investissements au début des années 60 et se sont rendus compte quelques années plus tard que là, la compétition, ça avait été une mauvaise planification. Mais en même temps, il y a beaucoup de décideurs qui étaient complètement à bout de souffle, que ce n'était pas possible avec justement le baby boom, de gérer toutes comment dire, le nombre de personnes qu'il fallait éduquer. Donc, il y avait aussi des résistances de l'intérieur. On savait qu'il fallait tourner la page essentiellement. Donc, un autre élément, je mentionnerais dans son livre The Catholic Origins of Quebec's White Revolution, Michael Govreau argumente que la Révolution tranquille, c'est pas seulement le produit d'élites laïcisées, mais c'est aussi la résultante d'influences, surtout de l'aboutissement de transformations socio-culturelles profondes effectuées au sein même du catholicisme. Donc, il y a beaucoup en fait, qualifié d'intellectuels catholiques parce que, évidemment, si on parle des années 40, 50, on prend pour acquis à peu près que tout le monde est catholique ou sinon protestant, mais on prend pour acquis qu'à peu près tout le monde a une affiliation religieuse, et beaucoup ont joué un très grand rôle dans la Révolution tranquille. Donc, je mentionne que ça s'est effectué de cette façon-là, mais c'est grandement l'influence de l'Action catholique spécialisée qui a d'une part, comme l'affirme Louise Bienvenue, une collègue du département d'histoire, permis un peu à la jeunesse d'émerger, en justement étant formée par cet organisme. Donc, ça a formé une génération qui, justement, a pu mener à terme ces réformes-là. Donc, l'Église ne serait pas juste un vecteur de conservatisme, mais aussi d'une certaine modernité qui, justement, a transformé les institutions. Donc, l'empreinte catholique sur la société québécoise a perduré, évidemment, pendant des décennies, après la Révolution tranquille. D'un autre côté, par contre, les fondements de l'influence socio-culturelle de l'Église se sont désagrégés vraiment progressivement avec la fin, justement, des nouvelles vocations chez les religieuses, les sorties aussi, vraiment au tournant des années 70, il y a eu des sorties très nombreuses. Donc, il y a aussi un affaiblissement qui vient de l'intérieur, même de l'institution. Beaucoup de curés vont justement défroquer. J'ai quand même quelques amis dont le père est un ancien curé
je suis de cette génération-là. Ma mère était même, elle suit une religieuse à un moment, donc c'est vraiment un passage qui a été assez marquant. Donc, la perte d'influence est tributaire de cette chute vertigineuse des effectifs. Juste un exemple, en 1965, il y avait 43 274 religieuses au Québec. Elles étaient, 10 ans plus tard, 35 176 et une autre décennie plus tard, 28 903. Puis aujourd'hui, il en reste environ 6 500. Puis c'est certain que si on fait la moyenne d'âge, ça dépasse les 75 ans. Donc, il n'y a pas de renouvellement vraiment. En fait, le renouvellement est minime et vient souvent de l'étranger. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, il n'y a rien de comparable au Québec, aux piliers catholiques en Belgique. On voit qu'il y a une désinstitutionnalisation qui fait que cette expression, parce que des intellectuels catholiques, évidemment, il y en a eu plusieurs dans le roman aussi, mais il n'y avait plus une structure pour, comment dire, accompagner le maintien d'une certaine empreinte catholique. Dans plusieurs endroits, évidemment, cette empreinte-là était palpable. Puis dans plusieurs endroits, il y a des choses qui sont demeurées assez longtemps. On pense, par exemple, en solidarité internationale, le rôle, l'entraide missionnaire joue un rôle très fondamental et était une grande influence sur tous les organismes de solidarité internationale. Avait un rôle dans les grands congrès, a été de tous les combats aussi là, pour combattre l'apartheid, pour combattre, il était présent aussi durant la crise d'Oka. Mais bon, l'institut est fermé en 2018. On pourrait parler aussi pour la question de justice sociale, le Centre Justice et Foi, où la revue Relations était des influences présence. Mais bon, encore une fois, ces deux institutions ont fermé en 2025. Donc, c'est vraiment, comment dire, une désinstitutionnalisation qui je veux dire, qui affaiblit cette empreinte catholique-là. Donc, je vais m'arrêter ici.